La vie et le voyage en bateau impliquent une certaine quête d'autonomie. Et dès que l'on veut partir en croisière, ne serait-ce que quelques jours, il faut bien réfléchir et anticiper pas mal de choses si on ne veut pas rentrer au port tous les soirs. Les plus gros défis pour notre autonomie sont la gestion de l'eau douce et surtout la gestion de l'énergie. En fait, l'énergie, c'est le problème principal, car avec suffisamment d'énergie, on peut produire de l'eau douce via un désalinisateur. Et si nous voulons tendre vers plus d'autonomie à bord, il ne faut pas voir cette question de l'énergie uniquement sous l'angle du matériel qui sert à la produire, panneaux solaires, éoliennes, moteurs et groupes électrogènes, piles à combustible, etc. Il faut aussi et surtout penser à cette question de l'énergie sous l'angle de sa consommation quotidienne. Qu'est-ce qui consomme à bord? De combien d'énergie avons-nous besoin chaque jour en moyenne? Tout d'abord, il y a 3 cas de figure. Soit nous sommes au port, auquel cas on se branche au ponton, c'est-à-dire à la centrale électrique, nucléaire, charbon, gaz, etc. On dispose alors d'une énergie abondante comme à la maison. Soit nous sommes au mouillage. Il faut alors produire nous-mêmes de quoi étaler notre consommation, dont 80% représente généralement la production de froid pour le frigo. Je précise au passage que si nous ne sommes pas seuls au mouillage, utiliser du matériel bruyant comme un groupe électrogène est évidemment une mauvaise idée. Soit, 3e cas de figure, nous sommes en navigation. Et c'est là que vient s'ajouter, au-delà de ce que nous utilisions déjà au mouillage, un très gros consommateur d'énergie, le pilote automatique. Le fonctionnement basique d'un pilote automatique. Depuis que l'on souhaite naviguer en équipage réduit, on cherche à trouver des solutions pour que le navire continue sa route, alors que nous lâchons la barre pour faire autre chose. S'occuper des voiles, se préparer à manger, se laver, se changer, se reposer ou juste faire un petit pipi. Comme le problème n'est pas nouveau, les marins y réfléchissent de longue date. Les techniques permettant de bloquer la barre ont donc été testées et améliorées au fil du temps. Et si vous revenez 50 ans en arrière dans le monde de la plaisance, un pilote automatique, c'est comme ça qu'on l'appelait, un pilote automatique ressemblait à ça. Aujourd'hui, ces mécaniques sont plus communément appelées régulateurs d'allure et c'est le sujet de cette vidéo. En tout cas, tous les pilotes automatiques, des vieux régulateurs d'allure aux engins les plus modernes, ont besoin des 2 mêmes choses. Tout d'abord, d'un repère, qui peut être le nord, via un compas, ou le vent, via une girouette, ou un élément du régulateur d'allure que nous appelons l'aérien. Et deuxièmement, de force ou de puissance. On utilise d'ailleurs le terme sur les pilotes automatiques, unité de puissance. C'est ce qui va donner la puissance. Cette force est électrique, hydraulique ou mécanique, en tout cas, il lui en faut suffisamment pour faire tourner le safran du navire, y compris par mer agitée, via la barre ou le secteur de barre. En fait, la mèche du safran. C'est avant tout avec ces 2 éléments essentiels que le navire pourra suivre sa route sans humain à la barre. Mais voilà, la force ou la puissance nécessaire pour faire tourner cette barre, il faut bien qu'elle vienne de quelque part. Les pilotes et la situation à bord de Fidji. Lorsque nous avons acheté Fidji, en 2007, il était déjà équipé de ce gros engin bien lourd sur son tableau arrière.
C'est un régulateur d'allure anglais, le fameux modèle Aries, bien connu dans le milieu de la grande croisière. Je savais déjà ce que c'était pour avoir lu avec passion les aventures des marins des années 60 et 70, avec bien sûr par exemple les aventures de Bernard Moitessier et celles du voilier Damien. J'avais donc du respect pour ce matériel installé sur Fidji au début des années 80. Mais dans mon esprit, c'était quand même un outil dépassé par la modernité. Et je me trompais. Car malgré mon expérience des voiliers, déjà non négligeable à l'époque, puisque j'avais déjà fait de la voile mon métier, je n'avais jamais utilisé de régulateur d'allure. En effet, seuls les bateaux qui voyagent vraiment au long cours s'équipent de ce genre de matériel. À part ça, Fidji était alors également équipé d'un pilote automatique de barre à roues, doté d'une petite unité de puissance électrique très limite pour un voilier de cette taille, mais qui fonctionne quand le vent n'est pas trop fort et qu'on utilise essentiellement quand on est au moteur. Constat après nos premières navigations à bord de Fidji. Dès les premières navigations, je constate pourtant que j'ai le même problème que sur tous les autres voiliers, pas assez d'énergie. Le calcul est simple. Comme sur tous les voiliers sur lesquels j'ai pu travailler, du plus petit au plus grand, si le frigo et le pilote automatique sont en route en même temps et que les moyens de recharge sont insuffisants, les batteries sont complètement vidées en moins de 24 heures et parfois largement moins de 24 heures. Je le savais, mais ne réalisais toujours pas vraiment à quel point ce problème devient majeur en grande croisière lorsqu'il s'agit d'enchaîner plusieurs jours ou plusieurs semaines de navigation sans pouvoir rentrer dans un port. Ma découverte du régulateur d'allure. Avant notre grand départ, pour le préparer, j'emmène Fidji de la Bretagne à La Rochelle. Amarré dans le vieux port, je bricole, installe du nouveau matériel et décide alors de regarder de plus près cette histoire de régulateur. D'abord, il est en plusieurs morceaux. Heureusement, je trouve une notice rédigée en français, pourvue de schémas réalisés très soigneusement à la main. C'est d'époque. Je constate que les pièces qui le composent et qui sont censées être mobiles sont complètement grippées, rien ne bouge. J'essaye pendant des heures, sur plusieurs jours, de dégripper tout ça, sans succès, malgré ma bonne volonté et mon acharnement. Cela finit par me gonfler et je commence à envisager sérieusement de le déposer complètement et de partir sans lui. Après tout, nous serons plus légers et avons-nous vraiment besoin d'une telle antiquité ? En discutant sur les pontons, on finit par m'orienter vers un certain Reynolds, un professionnel installé à La Rochelle qui fabrique des régulateurs d'allure. Je me rends donc à son atelier, lui expose ma situation et mon projet. Voici sa réponse que je ne suis pas prêt d'oublier, tout en délicatesse. Alors écoute mon gars, si ton projet c'est de partir en voyage et que tu pars sans ce régulateur d'allure déjà installé sur ton bateau, franchement c'est très simple, c'est que tu es très très con. Le sourcil levé, je ne peux que répondre à « tu crois ?» Bref, moyennant un tarif horaire assez loin du prix d'amis, il m'aide. Il me dit quelles pièces démonter et comment le faire pour les lui emmener. Il me les rectifie alors grâce à son outillage de pro. Pour finir, il me faut passer beaucoup de temps à tourner dans et autour de la ville pour trouver les vis qui me manquaient et qui sont en pouce évidemment. Matériel anglais oblige. Je remonte toutes les pièces et pars faire les premiers essais devant La Rochelle. Comme je sais régler un voilier pour qu'il file bien droit et que Fidji est un voilier bien équilibré, très légèrement ardent,
Je finis en tâtonnant par trouver les bons réglages du régulateur d'allure. Et là, c'est juste magique. Il garde parfaitement le cap, l'off tout doux quand il faut, abat tout doux quand il faut, et je trouve ça incroyable, génial, sans bruit et surtout sans consommer le moindre ampère de notre précieuse énergie. Je réalise alors que cette invention est extraordinaire, que Reynolds avait carrément raison. Et encore, à l'époque, je n'imaginais même pas à quel point. En effet, par la suite, nous l'utiliserons systématiquement lors des navigations de plusieurs jours. Il barre, sans jamais se fatiguer, jour et nuit, sans flancher, y compris dans les vents les plus forts que nous ayons subis, à toutes les allures, ses préférés étant le prêt et le portant, toujours à condition que le voilier reste bien équilibré, en avançant le centre de voilure au fur et à mesure que le vent forcit, quitte à réduire la grand voile au 3e ris s'il le faut. Du coup, nous lui avons donné son petit nom, Antoine, en l'honneur de ce chanteur qui m'avait tant fait rêver avec sa vie polynésienne dans les années 90. Oh yeah! Un usage, somme toute, très réduit. 16 ans plus tard, nous en avons parcouru des milles. Mais Antoine, en vérité, ne nous a servi qu'en traversée océanique. En effet, aux Antilles, en Amérique centrale, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie et maintenant en Australie, nous avons passé de nombreuses années à nous contenter de naviguer de jour ou alors juste avec des morceaux de nuit, le matin ou le soir. Et voilà, lorsqu'une navigation se réduit à quelques heures, même en équipage réduit, l'énergie n'est plus un problème et le régulateur d'allure perd de son intérêt. Par exemple, pour une navigation de 9 heures à 2, vous pouvez barrer 3 heures chacun et laisser le pilote électrique faire les 3 heures restantes, ce qui est tout à fait gérable en termes d'énergie, puisqu'un bon panneau solaire est largement capable d'étaler quelques heures de pilote. Sans oublier qu'il faut bien faire un peu de moteur pour partir, puis pour arriver, ce qui recharge aussi aisément les batteries. Entre nos traversées océaniques, Antoine a donc eu bien des années pour se reposer. Mais à chaque fois que nous avons plus de 24 ou 48 heures de navigation à effectuer, il reprend du service. Cela implique de démonter les pièces qui se grippent systématiquement au bout d'un certain temps et de les rectifier pour que tout glisse et coulisse bien. Le plus simple, c'est d'emmener les pièces chez un mécanicien, tourneur, qui règle le problème en quelques minutes. Ce n'est pas une affaire compliquée. Et quel bonheur lorsque vous le regardez barrer. Lors de notre traversée de fin 2022 entre la Nouvelle-Calédonie et l'Australie, nous avons eu un peu de tout comme météo, même de la pétole et de longs moments au moteur. À noter que dans ces moments-là, le pilote automatique moderne, électrique, est indispensable. Et le moteur étant allumé, cela ne pose pas de problème, tant qu'on a du gasoil. Mais le plus mémorable dans cette traversée, ce sont les 3 derniers jours. Le vent soufflait vraiment très fort, nous étions au près, à 8 ou 9 nœuds, dans une mer forte. Les vagues recouvraient le pont, c'était violent. Barrer des heures et des heures comme ça, en se prenant des seaux d'eau sur la tronche, surtout la nuit, ce n'est vraiment pas du tout notre truc. Et nous aurions eu de grandes difficultés à tenir le cap sans abattre, ce qui nous aurait assurément fait rater notre objectif, Coffs Harbour. Le pilote électrique de son côté, vu l'état de la mer, aurait été incapable de tenir le cap et aurait de toute façon rapidement vidé nos batteries. Et utiliser le moteur avec la gîte que nous avions à ce moment-là n'était bien sûr pas envisageable.
C'est là qu'une fois de plus, Antoine nous a montré comme il était génial et qu'il barrait mieux sur la durée que n'importe quel barreur, surtout la nuit lorsque l'obscurité et l'état de la mer se conjuguent pour brouiller tous nos repères habituels. Je regardais la belle trace bien droite laissée par notre route sur la carte marine et me disais alors, une fois de plus, 16 ans après, que franchement, j'aurais vraiment été très con si j'avais déposé Antoine pour le laisser à La Rochelle et partir sans lui. Avez-vous besoin d'un régulateur d'allure? Si vous vous posez la question de savoir si vous avez besoin d'un régulateur d'allure, pour moi la réponse est assez simple. Si vous prévoyez des traversées océaniques en équipage réduit, la réponse est un grand oui. Mais si vous faites de la navigation côtière ou même semi-hauturière, avec des navigations qui n'excèdent pas ou très rarement 24 heures, la réponse est non. À l'image de certains objets que l'on utilise qu'en de rares occasions, le régulateur d'allure est souvent hiverné, parfois pendant de nombreuses années. Mais quand on en a besoin, qu'est-ce qu'on est content qu'il soit là. Cela dit, soyez prudents si vous prévoyez d'en acheter un. Tous ne se valent pas. Notre vieux modèle, l'Aries, est réputé pour sa robustesse et à l'âge de 40 ans, à condition d'être bien dégrippé, il fonctionne toujours de façon impeccable. D'autres modèles seront peut-être plus précis, plus légers, mais attention, pour avoir lu certains témoignages, certains semblent vraiment trop fragiles. En tout cas, les forces qui s'appliquent sur les pilotes automatiques, les vieux comme les modernes, sont très importantes. Il faut donc bien prendre le temps de se renseigner avant d'investir. On parle de belles sommes, plusieurs milliers d'euros assurément, alors je vous encourage vivement à tenir compte des témoignages que vous trouverez sur Internet. Et n'hésitez pas à jeter un œil au marché de l'occasion. Si vous êtes bricoleur, de toute façon, il vaut mieux, pour partir en voyage, vous y trouverez peut-être votre bonheur. Pour terminer, je vous propose une petite vidéo que j'ai tournée en 2016 pour expliquer justement le fonctionnement du régulateur d'allure. Nous sommes au large entre la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Zélande. Bien sûr, pour bien comprendre comment ça marche, il faut savoir diverses choses. Qu'est-ce qu'une allure? L'angle entre l'axe du voilier et l'axe du vent. Comprendre l'équilibre de route, en particulier l'impact de la position du centre de voilure par rapport au centre de dérive. Et bien sûr, avoir quelques bases de mécanique des fluides pour comprendre pourquoi la partie sous-marine du régulateur d'allure bascule d'un côté ou de l'autre lorsque son angle d'incidence varie. En tout cas, voir notre fameux Antoine en action en vidéo vous éclairera assurément sur son fonctionnement et vous verrez concrètement qu'en effet, c'est génial. Bienvenue dans l'océan Pacifique. Nous sommes à 80 000 nautiques au sud de l'île des Pins, qui se trouve par là-bas. Vous voyez que nous avons un temps merveilleux. Et ceci est un petit reportage sur le fonctionnement du régulateur d'allure. À bord, nous avons deux problèmes principaux, la gestion de l'eau et la gestion de l'énergie. Ce qui consomme le plus en grande croisière, un des postes qui consomme le plus après le froid, c'est le pilote automatique. Donc, il y a des gens très ingénieux qui ont inventé, il y a bien longtemps déjà, ce qu'on appelle un régulateur d'allure. Le voici. À bord de Fidji, nous l'avons appelé Antoine. Un vénérable régulateur d'allure Aries qui date du début des années 80 en fonte d'aluminium
Donc comment ça fonctionne? Nous avons ici ce qu'on appelle l'aérien. L'aérien, on le met face au vent. Ici on a la partie qui vient face au vent. Donc quand le bateau l'offre, quand il se rapproche trop du vent, ça va appuyer sur la pale et la pousser vers l'arrière. Et quand il la bat, ça va appuyer dans l'autre sens et pousser la pale vers l'avant. Ce mouvement de balancier, pour que ça revienne au milieu, on a ici un contrepoids qui fait que ça va le faire toujours en permanence revenir au milieu. Quand le mouvement de balancier est enclenché, ici on a une tour qui permet de faire tourner pour que l'aérien soit mis dans la direction qu'on veut. Donc là en l'occurrence on est à peu près à 80 degrés du vent par rapport à l'axe du navire. Ici on a un système ingénieux ici en bas qui va faire tourner ici un axe qui est orienté avec la partie sous-marine du régulateur d'allure qui est constitué d'un petit safran. Ce petit safran, il va être orienté vers la gauche ou vers la droite en fonction de ce que va lui demander de faire l'aérien. Démonstration. Si je pousse ici sur l'aérien, ici, ça va pousser ça va tirer sur le cordage jaune et ça va faire loffer le navire. Et là, hop, comme je l'ai relâché, il revient vite au milieu. Si je tire ici vers moi, hop, ça va tirer sur l'autre cordage, le cordage noir, parce que le safran qui est dans l'eau va tourner. Ces cordages ici ressortent, ça tire ici sur le noir et le jaune, les cordages ressortent. Quand ça tire fortement. Donc là, tous les régulateurs d'allure sont différents et on les adapte comme on veut. On peut faire partir les cordages des deux côtés ou on fait comme on veut. En tout cas, ça revient directement à la barre. On a ici les cordages qui sont adaptés pour être de la bonne taille, qui passent par des poulies sur le winch là-bas et qui reviennent ici sur la barre. Ici, voyez-vous. Donc le cordage noir est relié au cordage bleu. Donc là, on les installe et on les tend comme on peut, comme on veut. Ensuite, on va bloquer le volant ici avec une goupille sur la barre directement. D'accord? Donc quand ça tire sur le cordage bleu, ça fait loffer. Ça fait rapprocher le bateau du vent. Quand on tire sur le cordage blanc, ça fait abattre. Et donc c'est la puissance de la partie sous-marine qui est orientée par l'aérien qui va carrément faire tourner la barre du voilier. Et donc barrer le voilier. Sans consommer le moindre ampère d'énergie. Avec une fiabilité à toute épreuve vu que ça tombe jamais en panne. Et ça fonctionne à toutes les allures. En particulier au près et surtout aussi ça marche très bien avec les voiles en ciseaux comme on l'a fait pendant la traversée du Pacifique. Là on voit bien comment il dirige le bateau. Voilà. Et on avance jour et nuit de cette façon. Qu'est-ce que tu en dis ma chérie? Magique. Un super coéquipier. C'est un super coéquipier dont on est vraiment heureux comme tout. Merci Antoine. Alors évidemment, il faut que les voiles soient bien réglées. Si les voiles sont mal réglées, il est impossible de bien régler le bateau. Il faut que l'équilibre de route soit parfait. Voilà, donc il faut savoir régler ses voiles. Allez, voilà. Bonne soirée à tous. Nous, on s'apprête à passer une nuit étoilée à 4-5 nœuds au sud de l'île des Pins. À bientôt. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de lui mettre un pouce levé bien haut. Et si vous voulez m'encourager à publier plus de vidéos sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner. Je vous souhaite de belles navigations. À bientôt.